Aujourd'hui, les pesticides, c'est répondre à la société de consommation qui est toujours plus et toujours moins chère. Cet automne, la Commission européenne a renouvelé l'approbation du glyphosate pour une période de 10 ans. Cette nouvelle, très controversée, inquiète les écologistes. Explication. On connaît le glyphosate depuis le début des années 70 lorsqu'il fut introduit par Monsanto avec la commercialisation du Roundup et aujourd'hui, c'est l'herbicide le plus utilisé en agriculture. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le glyphosate est un pesticide, du latin sida signifiant tuer et de l'anglais peste signifiant nuisible. Déjà là, on commence à comprendre que c'est pas un produit qui fait du bien. Il est principalement employé pour éliminer toute la végétation des champs avant l'introduction de nouvelles cultures, comme le blé, ou pour contrôler les plantes considérées comme mauvaises herbes au sein des rangs de vignes par exemple. Quel est le réel problème de cette loi ? Plus de 626 000 citoyens français s'étaient réunis pour demander à la France de s'opposer à ce renouvellement et le président de la République lui-même, en 2017, avait promis de faire voter son interdiction sous 3 ans, en tweetant avec le hashtag Make Our Planet Great Again, son slogan écologiste. Pourquoi souhaitait-il l'interdire ? Car le glyphosate, pour tuer les mauvaises herbes, utilise une formule chimique qui perturbe la croissance des plantes. Et sans surprise, cette formule a de lourdes conséquences. Elle représente un risque pour la santé humaine et a notamment été classée en 2015 comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Ces risques sont particulièrement importants pour les agriculteurs et les résidus du glyphosate sont présents dans notre alimentation. Elle a aussi un impact négatif sur la biodiversité avec une perturbation des chaînes alimentaires et des écosystèmes et contamine les sols et les cours d'eau, dont l'eau de votre robinet. Les associations comme Génération Future ayant lancé les alertes accusent la Commission européenne de n'avoir pas pris en compte des études universitaires sur la santé ou même refusé d'évaluer certains effets sur la biodiversité. Si on regarde la littérature scientifique internationale, ce qu'a fait le Centre international de recherche sur le cancer ou bien l'Institut l'INSERM de recherche médicale publique française, qui a relu donc de très nombreuses études sur le glyphosate, ces instances nous disent clairement qu'on a un produit qui est probablement cancérogène pour l'homme, on a un produit qui est génotoxique, un produit qui est perturbateur endocrinien, qui peut avoir des effets aussi sur la flore intestinale. Aujourd'hui, on a quand même encore une très large part des subventions de la PAC, la politique agricole commune européenne, qui sont des aides fixes à l'hectare, quels que soient les systèmes de production et les vertus de ces systèmes de production. Aujourd'hui, il faudrait conditionner une très grande partie de ces aides PAC, les flécher sur les systèmes à basse consommation de pesticides ou les systèmes bio qui n'utilisent plus de pesticides de synthèse. Pourquoi certains s'opposent à l'interdiction d'un produit avéré dangereux et destructeur ? Il y aurait presque de quoi faire un film dessus. Le désherbant le plus sûr, jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Cela tient de la pression des lobbies, notamment agricoles. D'après Emmanuel Macron, se passer du glyphosate, un trend majeur de l'agriculture française, reviendrait à tuer toute une filière et forcer la France à se fournir en blé chez nos voisins qui continueraient à l'utiliser. Pourtant, beaucoup d'agriculteurs se sont déjà mis au bio, c'est-à-dire qu'ils cultivent sans aucune utilisation de pesticides et ont réussi leur transition. Les problèmes semblent donc se situer ailleurs. Nous sommes partis chercher des explications. Bonjour, je m'appelle Thomas Lafoisse, je suis agriculteur en bio depuis 2009. Je suis céréalier, maraîcher. On produit un petit peu d'élevage de moutons et on transforme nos blés en pâtes. Ici, on est dans l'atelier de maraîchage. Donc on produit entre 45 et 50 légumes différents. Tout ce qui peut pousser en Ile-de-France, on essaye ou on a essayé de le produire. Alors on est passé en bio en 2009 pour plusieurs raisons. La première, c'était la sortie de crise économique en 2008. Le marché du bio était beaucoup plus stable et on avait aussi le prisme santé et agronomie. On se réappropriait notre métier, on est devenu autonome sur la partie légumes, on vend 100% en direct. Et sur la partie céréalière, on essaie de faire les circuits les plus courts possibles. En agriculture conventionnelle, on peut gérer l'herbe, les adventices avec des herbicides, on peut gérer les maladies avec des fongicides et on peut gérer les insectes avec des insecticides. En bio, on n'a pas ces outils-là et on a toute une palette d'outils. On a par exemple le paillage, donc des toiles tissées qui vont empêcher la mauvaise herbe de pousser. Mais le cœur de la technique de désherbage en agriculture biologique, c'est le binage. Donc le désherbage à la main des cultures, à prendre nos binettes et venir à la main pour faire ce qu'on appelle l'entre-rang. Donc on vient retirer l'herbe entre les rangs de carottes, mais il y a un moment ou un autre du désherbage à la main, principalement pour les légumes, où on va venir retirer
une à une les petites plantes qui se situent entre les carottes en l'occurrence, mais entre les légumes, pour pouvoir laisser la place à notre culture et qu'elle ne soit pas concurrencée. Ça, c'est de la luzerne. L'élément nutritif numéro 1 pour les céréales et le cycle des cultures, c'est l'azote. Et les cultures légumineuses telles que la luzerne sont ce qu'on appelle des fixatrices d'azote. Elles vont prendre l'azote de l'air et le fixer dans le sol. Donc ça remplace les engrais chimiques. La rotation des cultures, c'est notre outil numéro 1 en agriculture biologique. Par exemple, on est dans un champ de luzerne qu'on va laisser pendant 2 ans. Et on va capter l'azote de l'air pendant 2 ans dans le sol, qu'on va restituer aux cultures suivantes, c'est-à-dire le blé, un blé meunier pour faire du pain, de la farine, voilà, et qui va encore restituer soit à un maïs, soit à une betterave sucrière. Donc là, dans ce champ de luzerne qu'on va exploiter pendant 2 ans, dans tout ce champ-là, cette parcelle elle fait 14 hectares, ça sera du blé en 2026. Aujourd'hui, les pesticides, c'est répondre à la société de consommation qui est toujours plus et toujours moins chère, sans calculer les externalités négatives que ça peut avoir. A contrario, le bio offre des externalités positives. Pas de pollution de l'eau, pas de pollution de l'air, pas de problème de santé publique derrière cela. Ce que j'appelle les externalités positives de la bio, si on les prenait en compte à l'échelle même économique d'un pays, le bio est beaucoup plus rentable pour tout le monde que l'agriculture conventionnelle qui a des externalités négatives coûteuses. Aujourd'hui, le frein principal des agriculteurs conventionnels pour passer à l'agriculture biologique, c'est le frein économique. Il n'y a plus de soutien public à l'agriculture biologique. Il y a la campagne pour la conversion, mais pour les agriculteurs en place, on a été complètement abandonné par les soutiens publics. 2, aujourd'hui, on travaille à perte, et c'est là où il faut faire un appel aux consommateurs. Aujourd'hui, en France, les hangars de céréales sont pleins, on ne sait pas comment on va vendre. Les frigos de légumes sont pleins, on a du mal à vendre. Aujourd'hui, les agriculteurs biologiques n'arrivent pas à vendre leurs marchandises, il n'y a pas assez de consommation. Donc si on arrive à solutionner ça, demain, on incitera des agriculteurs conventionnels à passer en agriculture biologique.